Bienvenue dans ce nouveau numéro de Big Boss, votre rendez-vous avec l'actualité économique et avec vous, Paul Gérard, journaliste à l'Écho. Bonjour Marion, ravi de vous retrouver. Moi aussi, à vos côtés, il y a Hans van den Dries. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le patron de la confiserie Joris ou Joris. On peut dire les deux quand on est bruxellois. Vous dites quoi, vous? En néerlandais, Joris, et en français, Joris. On va comprendre d'où vient le nom dans quelques instants. On peut le dire, hein. Vous êtes tombé dans la marmite à bonbons quand vous étiez tout petit. Oui. Vous aviez quel âge? Oui, donc j'ai toujours mangé et je suis commencé à 18 ans dans la confiserie Joris. Mais déjà tout petit, vous y alliez parce que... Ah oui, j'ai aidé dans les vacances, aider et faire tout. Et j'ai appris là beaucoup, évidemment. Alors, Joris ou Joris, c'est un prénom? Le prénom de le mon grand-père. Du grand-père, mon fondateur. Grand-père, voilà. Mon père a commencé en 1938, et son père a lui aidé, et ils ont cherché un nom pour la confiserie, et il a pris son prénom, Joris. Ils ne sont pas allés chercher très loin. Voilà. Vous êtes quelque part confiseur de père en fils, on peut dire ça? Ah oui, sûrement. Troisième génération? Troisième génération. Mon grand-père était contremaître dans une autre confiserie à Molenbeek. On va voir une image d'ailleurs de votre grand-père. Ah oui, Joris. Molenbeek, chez Denussé. Et mon père était aussi confiseur, il a commencé en 1938. On va le voir, Yann. Voilà. Juste après. Ça, c'est mon grand-père. Ça, c'est mon père. C'était mon grand-père et ma grand-mère. Et là, maintenant, votre papa. Moi, mon père. Et moi, j'ai fait mes études en Allemagne pour confiserie au niveau industriel. Ok, donc vous êtes aussi diplômé confiseur. Effectivement. Alors, on le voit, hein, c'est un métier qui est peu connu, méconnu du grand public. Pour faire plus ample connaissance avec vous en particulier, on s'est permis de se glisser dans votre bureau. C'est un peu la séquence humoristique de cette émission. Voici un petit tour dans le bureau du boss. Vous allez le voir, c'est vraiment une histoire de famille jusque dans le bureau. Bienvenue dans le bureau du boss des bonbons Joris. Un bureau plutôt ordonné, on peut le dire, avec des objets vintage, comme ce bureau qui paraît d'époque. Le siège, je me sied, est également vintage puisque le grand-père de Hans van den Dries s'y est déjà assis avant lui. On remarque également des photos, et bien tiens, justement, on en parlait, des photos de famille, vous nous direz de qui il s'agit. Et puis, un objet nous intrigue particulièrement au milieu du bureau. Il s'agit de ces pistons qui ont l'air de faire une délimitation. De quoi s'agit-il ? Alors, dans le bureau du grand patron d'une entreprise de confiserie, c'est normal de trouver un peu partout des bonbons. Mais là, il y a quelque chose qui m'intrigue vraiment. Mais que font ces petits culs au soleil ? Alors quand on se balade un peu plus loin, on voit qu'il y a beaucoup d'échantillons de bonbons. Il y a même des bonbons, je crois, qui n'appartiennent pas à l'entreprise Joris. Là aussi, ça demande une explication. Par contre, ceux-ci ne ressemblent pas vraiment à des bonbons. De quoi s'agit-il ? Alors Hans, je vous pose beaucoup de questions, oui. Parce que dans votre bureau, il y a plein de choses. Alors ces gros cailloux un peu beige, là, c'est quoi ? C'est la gomme arabique. C'est une sève de l'acacia du Sahel, en Afrique. Et ça, c'est un épaississant pour faire les gommes dures, comme les Valda, des gommes vertes, des pectorales bruns, des cerises, des belgas. Ça, c'est la sève qui vient de l'Afrique. C'est la base de vos différentes variétés, finalement. Voilà. Mais celle-là, elle est un peu spéciale si vous la conservez dans un bocal. Parce que oui, parce que normalement, ils ont un diamètre de 2 cm et là, c'était un diamètre de 8 cm. C'est extraordinaire. Alors, il y avait ces petits bonbons, là, j'ai appelé ça les petits culs, c'est pas leur vrai nom, ce sont des cerises, mais je crois que les Bruxellois connaissent bien ces bonbons. En flamand, on dit même... Poepegatjes. Poepegatjes, ça veut tout dire. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font là, sur une appui de fenêtre? C'est pas très hygiénique, là. Il y a une raison à ça? Oui, mais c'est mis au tablet dans le soleil. Pourquoi? Pour voir si ça change les colorants ou pas. Donc, il y en a deux différents colorants. Oui. Et on doit voir si ça ne change pas après 2, 3, 4 semaines. Donc, alors que c'est un bonbon qui existe depuis des années chez vous, des années avant vous la les guerre. testez encore? Oui, parce qu'on change les colorants pour avoir meilleurs colorants, plus naturels. Et ils doivent tenir leur coloré. C'était donc un test de résistance. Oui. Dans le bureau du patron. Oui. D'autres choses qui nous ont intrigués, on a vu les photos, en fait, c'était votre papa, oui. qui est décédé il y a peu de temps, je pense. 5 ans et demi. 5 ans et demi. Et puis, les petites boîtes avec ce nom étrange, Curix. Curix. En fait, c'est pas étrange, parce que
Les puristes connaissent ces bonbons, ils sont Sûrement. historiques, mais si je ne m'abuse, c'est pas du tout une recette Joris. Effectivement, on a acheté ça après une faillite d'une autre confiserie il y a 2-3 ans. Et l'homme qui fait ce Curix travaille maintenant chez nous. Et il fait les Curix, C'est des bonbons pour la gorge, pour adoucir la oui, gorge. voilà. On dit caliche. Donc, Oui, les caliches. Les caliches. Ouais, les Bruxellois Et dans disent des ça, ouais. petites boîtes clic-clac. C'est À la très connu réglisse, en ouais. Belgique. Ouais. Mais donc voilà, il y avait un savoir-faire qui allait disparaître et vous l'avez, quoi, vous avez racheté la recette, le brevet? La recette, le brevet même, la marque, les machines et l'homme qui faisait ça pendant 30 ans travaille maintenant chez nous. On reparlera un petit peu du secteur des confiseries. On va passer un reportage où on s'est évidemment rendu chez Joris, à Berchem-Saint-Agathe. On peut le dire, la relève est assurée puisque c'est vos deux fils qui travaillent avec vous pour l'instant. C'est l'aîné, Diederik, qui nous a fait la visite. Une usine à bonbons, je l'ai dit, qui est installée rue de Grand-Bigard. C'est à 2 pas de la basilique de Kuckelberg. Des images signées Frédéric de Hainaut. C'est la partie préférée du travail de Diederik van den Dries. Goûter la marchandise. Ici, le Belga, un bonbon à l'anis créé par son arrière-grand-père, Joris van den Dries. 4e génération entrée dans l'entreprise, le jeune juriste de formation n'a pas hésité une seconde quand son papa lui a demandé de le rejoindre à la confiserie, installée à Berchem-Saint-Agathe depuis 1938. C'était mon 6e année ici, full-time, je dis toujours. Je suis capable de faire toutes les recettes, donc ça c'est la base qui était très important pour une entreprise familiale avec un produit de qualité. Et après quelques années, mon fonction a été évoluée dans tous les papiers administratifs, comme j'ai déjà mentionné, comme certification et tout ça. Si la certification, la traçabilité et les exigences au niveau du contrôle de la qualité ont bien changé en 80 ans, les recettes de fabrication des 65 sortes de bonbons produits ici sont toujours identiques. Un précieux savoir-faire jalousement conservé. Mais Diederik accepte de nous emmener dans la réserve qui renferme 250 tonnes de matières premières. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Le gomme d'arabique, c'est un des produits de base pour la plupart de notre gamme. Donc, Ne pas déroger à l'utilisation de cette gomme, c'est une question de principe chez Joris. ça, c'est de la région Sahel d'Afrique. C'est une sève de l'acacia qui était déjà utilisée par les Égyptiens dans le temps. Ça donne beaucoup de avantages parce que c'est moins calories, ça donne aussi un autre goût. Et tant pis si leurs bonbons sont plus chers qu'ailleurs. Les alternatives, c'est par exemple la gélatine ou les amidons modifiés. Mais la gomme d'arabique qui était en vrac comme ça peut être 8 fois, 10 fois plus cher. Sur la table de séchage, 1700 kg de méli-mélo. Aujourd'hui, une vingtaine de personnes travaillent à la production et à l'emballage. Nos bonbons sont distribués dans les grandes surfaces, aussi chez les grossistes qui fournissent tous les confiseries et tout ça, mais aussi les marchands ambulants qui restent très importants bien sûr. 90% du chiffre d'affaires de la confiserie Joris est réalisé en Belgique. 10% partent dans les pays limitrophes comme les Pays-Bas, l'Angleterre ou la France. Notre force est de ne faire pas de compromis contre la tradition. On évolue. En 2018, c'est différent que 30 ans passés, mais le produit reste la même philosophie de matières premières, de manière de fabrication et de manière d'emballer. Et le rêve de Diederik est simple, aider son papa à maintenir l'entreprise familiale saine, sans forcément chercher à produire plus. Actuellement, 7 tonnes de bonbons Joris sont produits tous les jours. Voilà, très fier le papa en regardant son fils à l'écran. Sûrement. La relève est donc là, sans chercher forcément à produire plus, explique-t-il. C'est possible dans un monde comme celui que nous connaissons aujourd'hui, de ne pas grandir. On peut se dire, non, moi je ne cherche pas cette logique-là. Si on peut, on le fait. Mais ce n'est pas un but. Et c'est très bien possible parce que si on a une vente qui est importante et on a une vingtaine de personnes pour travailler et on gagne leur argent, donc pourquoi ça ne suffit pas? D'abord la qualité et après la quantité. Et ça, c'est aussi notre but. Mais vous êtes à côté, sur les mêmes rayons que des géants
multinationaux, Haribo pour ne pas le nommer, qui est un colosse, groupe allemand bien connu. On imagine qu'il a une force de frappe beaucoup plus importante. Comment vous faites pour exister ou coexister sur le même rayon? Et quand même, ça fonctionne parce qu'il y a différentes qualités. Nous avons une clientèle très, très fidèle. Ils aiment Joris, ils cherchent Joris. Si ce n'est pas dans leur magasin, ils trouvent dans un autre magasin. Mais ils cherchent Joris, ils aiment nos goûts, notre qualité, et c'est différent qu'avec notre collègue. Mais c'est plus cher. Mais c'est plus cher. Comme l'exemple, je prends toujours, c'est comme les voitures. Il y a des voitures moins chères et des voitures plus chères. Ils vendent tous les deux. Mhm. Alors, ça s'explique, on l'a dit, notamment aussi par l'utilisation de la gomme arabique, hein, le prix de vos bonbons. On va voir quelques images de la fabrication, de la production proprement dite. On n'a pas pu la voir le jour où on a tourné parce que, pour l'instant, une de vos machines est en panne. Mais vous pourriez nous commenter ces images? Qu'est-ce qu'on fait là, par exemple? Ça, c'est pour cuire la cuisson Oui. dans des cuves en cuivre. En cuivre, oui. Ça, c'est pour verser la pâte dans la machine qui coule avec une pompe. Vous voyez bien, voilà, les petites bonbons. Chaque fois, 160. Ça, c'est 10 une fois ligne. par minute, donc ça va très vite. Oui. Alors, ces machines, on le voit, hein, c'est un savoir-faire ancestral. Les recettes n'ont pas changé. Même les sachets, ce sont les mêmes. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose un petit peu qui vous fait défaut par rapport à l'évolution de la société? Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu dépoussiérer tout ça? Et maintenant, je pense, plus maintenant, parce que c'est très important, tout le monde cherche des produits, des tables, des sièges vintage. Eh bien, nos produits, c'est un bonbon confiserie vintage, comme dans le temps, 60 ans, 70 ans. Ce sont les mêmes goûts, la même qualité, et on voit aux mails, aux lettres qu'on reçoive, que le consommateur aime encore toujours et beaucoup plus qu'il y a 10 ans la qualité comme auparavant. Mais des confrères à vous qui sont dans le biscuit comme Dandois, il y a quelques années, il y a le fils aussi qui est rentré dans l'entreprise familiale et il a mis un coup de balai pour notamment rebooster l'image, redorer l'image en la modernisant. Vous pourriez le faire également, ce serait bien avec votre fils qui arrive, Oui. d'amener ça, mais vous ne le faites pas. Je ne connais pas les chiffres ou les points de vente de Dandois, mais nous sommes représentés dans chaque enseigne, chaque supermarché, je veux dire. Oui. C'est très important. Donc vous êtes présent dans tous les supermarchés en Tous Belgique? les supermarchés. Tous vous vendent? Tous. C'est notre propre marque. Et ça, c'est aussi notre force. Notre marque, c'est une qualité et les gens savent, c'est pas une marque blanche où on peut voir, où c'est pas d'avance de quelle marque ça vient, mais Joris, c'est Joris. C'est comme une voiture, un Mercedes, c'est un Mercedes. On a tourné, je te passe la parole Paul, mais on a été tourné dans l'entreprise, on va voir concrètement qu'il y a très peu de machines, c'est encore beaucoup du travail manuel, hein, et d'ailleurs certaines de vos ouvrières, de vos collaboratrices, travaillent à une vitesse de dingue. L'automatisation, c'est pas à terme évident, il va pas falloir un petit peu changer tout ça? Il faut savoir, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui aide dans la fabrication ou l'emballage, c'est un contrôle. C'est un contrôle d'une personne. C'est très important. S'il y a quelque chose avec le sachet ou avec le produit, on va tout de suite. Si on n'a pas ça, on doit automatiser le contrôle aussi. Et ça, c'est pas évident. Pas toujours. En termes d'investissement? De technique peut-être aussi. Parce que si on va autre collègue, même dans le biscuit, on voit toujours qu'il y a quelqu'un qui est dans la ligne pour faire un travail très facile et quand même, c'est très important parce qu'elle voit des choses parfois qui ne sont pas correctes parce qu'on doit dire tout au ordinateur quand ce n'est pas correct. Donc, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas facile. Standardiser finalement. Voilà, de standardiser. On peut peut-être jeter un œil, Marie-Noël, sur les chiffres, enfin sur une donnée chiffrée, parce qu'on n'aime pas beaucoup parler des chiffres hein, chez Joris. C'est une entreprise familiale, 100% capital familial. On se développe sur ses réserves propres.
Par Voici exemple, si je vous demande le chiffre d'affaires, vous ne me le direz pas parce que la concurrence guette, mais voici le bénéfice net qui, lui, est public. On voit qu'il est stable. Donc oui, c'est un business rentable, la confiserie Joris, avec un pic en 2011. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un pic en 2011? Vous avez fait x2 là? On a vendu une maison à côté qui nous appartient, mais on a besoin de cet terrain. Et après quelques années, on a vendu la maison. Et ça, c'est la cause qui c'est un pic. Ouais. Donc rien à voir avec l'activité en Non. tant que telle, mais on voit que c'est rentable, grosso modo assez stable dans les 300 à 400 000 euros de bénéfices nets par an. C'est pas mal du tout pour une entreprise de votre taille. 2017, c'est une bonne année aussi? C'est la même chose que les autres années, donc c'est toujours très stable et très positif. Maintenant, vous êtes super dépendant des distributeurs. Hein. Ouais. Ce sont eux qui vous placent dans les rayons, ce sont eux qui vous achètent pour les revendre à leurs consommateurs. Vous êtes à leur merci. Ça veut dire que s'il y en a un gros, on ne va pas les nommer, mais enfin ils sont tous là, vous dit à un moment donné, je ne vends plus Joris parce qu'il y a tel concurrent qui me fait un meilleur prix, vous êtes mal. D'abord, ce n'est pas une bonne idée de cet supermarché de nous pas plus vendre parce qu'ils perdent leurs bénéfices aussi sur notre produit. Mais comme j'ai dit, notre consommateur est très fidèle. S'il ne trouve pas chez A, il trouve chez B ou chez C parce que nous sommes représentés partout, parce qu'il aime nos produits. Mais vous connaissez vos consommateurs? Parce que finalement, c'est toujours via un grossiste, via un distributeur. Vous ne vendez pas en direct. Vous pouvez vous faire une idée du Parce qu'on consommateur de reçoit Joris? des lettres et des mails très positifs de consommateurs qui nous disent il faut faire comme dans le temps. Merci beaucoup pour cette qualité parce que je trouve partout, même pas chez le grand confiseur Allemagne. Mais malgré tout, votre consommateur type, est-ce que c'est pas plutôt justement les anciens? Parce que Joris, c'est la Belgique, la belgitude. Et comment faire pour rajeunir aussi votre public? Est-ce que vous avez une stratégie? Vous avez lancé des nouvelles gammes récemment pour attirer un nouveau public? Oui, ça j'ai fait aussi. Il y a maintenant des années qu'on a une gamme sans sucre et une gamme bio Fairtrade. Et c'est une niche, mais c'est aussi important parce que c'est des consommateurs qui ne prennent pas les autres produits. Mais c'est quelque chose que vous allez devoir développer, vous pensez, pour continuer d'exister? Je pense que le consommateur doit s'adapter aux nouveaux produits et aux naturels et bio. Il y a toujours un marché. Vous voyez bien que le marché bio, ça monte. Et s'il y a un drame quelque part avec les produits traditionnels, ce sont les bio qui vont... Et ça, un vous peu l'avez plus. ressenti, vous? Oui. Oui. Vous parlez de drame alimentaire ou de grosses sagas. On a vu encore récemment dans la viande avariée. Il y a ce genre de... Régulièrement, hein, depuis la dioxine, ça n'arrête pas, c'est chronique. Et puis le sucre, donc il y a une attention de plus en plus importante du consommateur sur la qualité de ce qu'il mange. Et le sucre est de plus en plus décrié comme un aliment à éviter, comme un ennemi, en fait, de la diététique. Ça vous fait pas une mauvaise pub, ça, finalement? Eh bien, on a deux grandes gammes. Des gommes tendres à base de gélatine et des gommes dures à base de la gomme arabique, comme on a vu déjà. Et la gomme arabique, c'est une sève et c'est aussi une fibre soluble qui ne donne pas de calories. Cela veut dire que les gommes dures ont moins de calories que nos gommes sans sucre. Ok, mais ça, c'est un raisonnement technique que vous connaissez. Oui. Le consommateur, il voit bonbon, c'est-à-dire sucre. On met sur le sachet 40% fibres. Si on mange du pain brun ou des légumes, sont aussi des fibres qui sont très importantes pour les intestins. Et maintenant, ils voient sur l'emballage qu'il y a 40% de fibres. Donc, encore un élément de santé, bonne santé dans le produit. Donc, on a une gamme. S'il y a quelque chose avec les sucres, on peut s'adapter. Il y a toujours de nouveaux sucres. On peut s'adapter dans nos recettes si ça change dans les futures années. On parle de la gomme arabique. Hein. Sans cette gomme, est-ce qu'on peut dire que votre entreprise serait en difficulté? Je ne pense pas, mais c'est évidemment très important ce produit-là. Mais vous avez quand même connu dans les années 80 une rupture de stock de cette gomme. Ouais. Je ne sais plus pour quelle raison exactement. Oh, les problèmes dans le Sahel, Oui. plusieurs problèmes, ça dépend les pays. Ça a été catastrophique pour votre entreprise? C'est pour le produit, oui. On a adapté, on a pris autre
épaississant, mais c'était moins bon. Mais il n'y a pas d'une alternative bon donc, dans le gomme arabique. Et ça a duré 5 ans, 7 ans. Il y a de nouveau gomme arabique et on a recommencé avec la gomme arabique. Et vous avez des garanties pour l'avenir que cette gomme va continuer à être produite? Dans la vie, il n'y a pas de garantie. Il vaut Donc, mieux c'est- fonctionner comme ça. C'est comme ça et c'est comme ça. C'est difficile. Il y a plusieurs pays, donc tout le Sahel, Soudan, Éthiopie, Niger, Tchad, disons tout la gomme arabique. Le plus grand parti vient de Soudan. Vous savez bien que ce n'est pas un pays évident maintenant, mais c'est très important parce que tout le monde a besoin de gomme arabique. Même Cola, on utilise le gomme arabique pour Ces les boissons. recettes. On parlait de drame tout à l'heure. Il y a quand même dans le secteur, Paul, pas mal de problèmes, de difficultés. Oui, il y a plusieurs entreprises de votre secteur belge qui ont fait faillite ces dernières années. Oui. Il y en a eu 4 en 10 ans. Qu'est-ce qui vous prémunit de ce genre de problème? Est-ce que vous êtes Vous avez blindé? analysé. Oui, on a analysé. Je pense, nous avons un nom, une très bonne marque, connue en Belgique. Il y a des confiseurs qui n'ont plus de marque, qui fait que des produits blancs ou produits pour les Les marques de distributeurs. Ouais. distributeurs. Parfois, il y a une confiserie qui est vendue à quelqu'un qui n'est pas confiseur. C'est un gérant, c'est un directeur, c'est un Manager, comme on dit. manager, mais il sait vendre, mais ils ne connaissent pas le produit, qui ne savent pas assez s'adapter au nouveau marché. Ça, c'est possible. Et ça, c'est une des causes que ces confiseries font faillite. Alors que vous êtes confiseur, vous voulez dire, oui. Voilà. Mais vos fils qui vont reprendre, ils sont l'un juriste, l'autre économiste. Et pas Ok, confiseur. ils ne sont pas confiseurs diplômés Ça, comme c'est vous l'êtes. exact. Et c'est à moi de leur apprendre tout sur le métier, les petites know-how, les petites choses, le savoir-faire. C'est très important. Et c'est à moi, j'espère que j'ai encore quelques années, de l'apprendre à mes 2 fils, les petites C'est secrets. votre challenge à vous, ça. C'est Voilà. Voilà. votre défi. Sûrement à mon âge, je pense que c'est le plus important maintenant. Une vingtaine de personnes travaillent pour vous au niveau de la société, un chiffre relativement stable depuis la création de l'entreprise. Concrètement, il y a des gens, j'ai vu une des emballeuses qui est là depuis plus de 40 ans. Exact. Est-ce que c'est plutôt du personnel voilà, stable comme ça, qui est là depuis des années, ou vous avez engagé récemment des jeunes? Oui, parce qu'on a engagé quelques jeunes, parce qu'on a dans 8 mois, 3 personnes qui ont pensionné parce qu'ils ont travaillé 35 et 40 ans chez nous. Donc, on doit trouver des jeunes qui veulent apprendre le métier. Est-ce que c'est facile de les trouver C'est pas ces gens? facile. Qu'est-ce qui coince? Peut-être ils pensent autre chose. Chez nous, c'est beaucoup travailler avec les mains. C'est important. Mais nos collaborateurs qui travaillent autant chez nous, 35 ans, 40 ans, ça veut dire qu'il y a une certaine, comment on dit, âme, certaine mentalité chez Joris de rester. Ça, c'est aussi important. Il va falloir faire passer le message, parce que pour l'instant, vous avez trouvé Voilà, parce 3 que- personnes pour les remplacer, c'est Oui, fait? oui, mais pas en une fois. Hein. Ah, voilà. Voilà, pas en une fois. Honnêtement, ça, c'est pas facile. Je reviens un instant sur cette question de qualité alimentaire, puisqu'on sait que ça revient souvent dans l'actualité. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, l'AFSCA, c'est des copains à vous, ça? Ils passent souvent, vous êtes Il passe beaucoup comme contrôlés? la loi demande. Oui. Et on doit expliquer comment on travaille parce que ça doit être une collaboration aussi. Ce ne sont pas toujours des agents police pour venir, mais ils doivent dire faites attention, ça. Et c'est efficace, c'est utile ou c'est parfois compliqué? Vous voyez où je veux en venir. Hein. Parfois, on Oui, dit que mais l'AFSCA ne fait c'est pas son utile, rôle. mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas beaucoup de danger ou de De risque. De risque chez de vous. risque chez nous parce que c'est sucre et c'est très bon. Il n'y a pas de graisse, il n'y a pas de lait, Animal. pas des œufs. C'est très important. Donc le risque, pas de viande. Le risque, chez nous,
très petit, donc il faut travailler hygiéniquement. Hein. Concrètement, vous êtes une entreprise implantée au cœur même d'une grande ville qu'est Bruxelles, où un des thèmes d'actualité qui revient régulièrement, c'est la mobilité. Est-ce que ça, c'est un problème? Est-ce que ça a été un frein dans l'expansion de votre entreprise? Est-ce que vous avez tout simplement un jour pensé à quitter Bruxelles à cause du trafic? Ça, c'est important, évidemment. Nous avons une chance que nous sommes à Berchem-Sint-Agathe et pas à côté de... Pas comme au cœur de Bruxelles. cœur de Bruxelles. Ouais. Et on est à 1 minute la sortie du ring. Ça, c'est très important. Nous sommes à Berchem-Sint-Agathe dans une partie de Berchem-Sint-Agathe qui est une partie pour PME. Donc, nous avons des avantages si on veut élargir notre firme. C'est possible. Mais le grand problème, c'est dans toute la Belgique. Distribuer nos produits. On a le ring, on doit toujours prendre le ring, c'est toujours quelque chose. Nous avons une chance que notre chauffeur savent partir à 5 heures même. Pour Anvers, pour Charleroi, c'est pas toujours évident. Mais vous pourriez utiliser les voies d'eau. C'est ce qu'on encourage aujourd'hui à Bruxelles, d'utiliser la voie d'eau. Oui, mais si on doit livrer chaque semaine à Charleroi, chez Mesdac, chez Delfoot, chez les grands, je pense, pour chaque semaine, je pense que c'est plutôt pour des gros tonnages et pour des grosses conteneurs. Quelle solution alors? Quelle solution? Améliorer le réseau de routes. Donc le ring à 4 bornes, vous applaudissez? Ah oui. Ah oui. Alors on dit Et il souvent n'y a que, pas d'alternative. mais si on rajoute une bande, il y a plus de trafic, et puis on peut rajouter une 5e et une 6e, il y aura toujours des bouchons. Pas mal d'études vont dans ce sens-là. Hein. Par exemple, les camions doivent payer ce kilomètre. Oui. Eh bien, diminuer les frais pour les camions pendant la nuit. J'en suis sûr qu'il y a des milliers de camions qui vont prendre la nuit les routes. Colruyt, Deleuze, on va même maintenant déjà parfois la nuit. Pourquoi pas diminuer à ce moment-là? Il faut être un peu plus intelligent sur ce thème. En tout cas, vous restez encore à Bruxelles et à Berchem-Sint-Agathe pour de longues années, c'est sûr? J'espère aussi. On vous le souhaite. Anne, on souhaite aussi à la 4e génération qui est en route. Un petit mot juste avant de se quitter pour dire que dans l'écho, il y a un petit article spécial. D'abord, on vous retrouve samedi comme tous les invités de Big Boss, ça c'est une première chose. Et puis, oui, on a une série, figurez-vous, sur l'assiette de demain. Je n'en dis pas beaucoup plus, ça commence ce samedi pendant toute la semaine qui vient. Et je pense que ça peut être intéressant, un peu révolutionnaire. Messieurs, merci d'avoir été avec nous dans cette émission. On se retrouve dans un mois pour un nouveau Big Boss. À bientôt.